après avoir vu auparavant un certain nombre de fragments, d'extraits de nouvelles fantastiques, on peut faire une synthèse, c'est-à-dire voir ce qu'on doit retenir. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Voilà. Dans le récit fantastique, l'action commence toujours au cœur d'un univers quotidien, familier, ou un habituel, jusqu'à l'irruption d'un élément ou d'un fait qu'on ne s'explique pas. Les verbes qui expriment la perception, le doute, la certitude, l'hésitation, les adjectifs qui renforcent la description, nous l'avons vu, des champs lexicaux et des champs sémantiques, de la peur, de l'angoisse, de l'horreur, de l'incompréhension, laissent planer le doute. Souvenez-vous bien que le doute est la trame de tous les récits fantastiques. Le doute sur l'objectivité du témoignage du narrateur. Et la dernière nouvelle nous le dit bien. Le narrateur ici, qui est dans une maison de fous, une maison de santé, comme il l'appelle, nous doutons de ce qu'il nous raconte. Il nous laisse perplexes. Le récit fantastique contient aussi des indices qui indiquent le brouillage volontaire entre les domaines traditionnellement acceptés par la communauté, par la société, par la communauté scientifique, par la raison, qui sont les êtres animés, les êtres inanimés, les objets, les représentations, l'animal, l'homme, la vie, la mort. Ces dualités sont souvent brouillées. On ne sait pas qui est animé et qui est inanimé. Il y a des déplacements de domaine. Et ces indices, bien sûr, vont nous renvoyer à des personnages étranges. Souvenez-vous des masques. Souvenez-vous de la main. À des objets trompeurs. Peut-être les glaces dans les masques. Les lieux fermés, propres à la surprise. Là aussi, on peut donner l'exemple des masques. On ne sait pas si dans un musée ou dans un autre lieu, dans un château, dans une salle d'armes d'un château. Et les troubles de la conscience qu'on va trouver dans la dernière nouvelle, celle de qui sait. Alors tous ces procédés, dans le genre fantastique, ont un effet sur l'imagination du lecteur. Le lecteur va troubler et il va se questionner. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous donner des conseils pour écrire une nouvelle fantastique. Choisir le thème. De quoi vais-je parler? L'intrigue. Quel est le moment où l'extraordinaire va faire irruption dans la vie quotidienne? C'est ça. Donc le phénomène. Mettre en place un décor réaliste. On est dans quelque chose d'habituel, de familier.
On est dans une maison, dans une salle de cours, par exemple. On est dans la rue, dans une ville, un village. On est à la campagne, à la montagne. Mettre en place le narrateur, celui qui va nous narrer l'histoire, et préciser la situation de communication dans laquelle il se trouve. Et s'il y a un narrateur qui va prendre le relais, comme on l'a vu dans certaines nouvelles, il va falloir l'introduire d'une manière cohérente. Souvenez-vous de l'anglais et de Johann le cocher. Le premier, c'est l'auteur, le narrateur, et puis il va céder la parole à l'anglais qui va raconter sa mésaventure. On peut le considérer comme un narrateur relais. Il a pris le relais de l'auteur-narrateur. Alors là aussi, lorsque le narrateur prend le relais, il faut qu'il soit annoncé. Lorsque, dans le dernier texte que nous avons vu, qui c'est, le narrateur lui-même s'annonce. Je vais vous faire le récit de mon histoire. Et puis, surtout, introduire le fait fantastique lui-même. Cet événement. Alors ça peut être un objet, ça peut être un être vivant. Souvenez-vous des masques, masques creux. Il n'y a rien derrière les masques, il y a le néant. Alors là, bien sûr, le phénomène doit être un phénomène original, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire, ou bien qu'il apparaît dans des conditions bien particulières. Alors, pour que le récit progresse, souvenez-vous des 4 règles qui font que le récit est cohérent, qu'il y a une cohésion dans les idées et qu'il y a une progression dans les idées. Pour que le récit progresse, il faut mettre en relief les sentiments éprouvés par le narrateur face à l'événement. Alors là aussi, il faudra utiliser un champ lexical relatif à la peur, à l'incompréhension, au doute. Cela permet de provoquer des réactions chez le lecteur en fonction du rythme choisi. Alors, par moment, il va falloir utiliser l'ellipse, sauter en disant 3 mois plus tard, un jour, dans l'avenir, etc., etc. Alors, il faut que le phénomène apparaisse, qu'il s'amplifie, cet événement extraordinaire, puis il doit s'estamper brusquement. Voilà aussi, il va falloir veiller à l'utilisation, à l'emploi adéquat des temps de la narration et des modes. Et clore le récit par une chute qui revient à la situation initiale. On avait vu le schéma d'une structure, d'une nouvelle, qui revient à la situation première, à la situation initiale, où l'on ne peut ni expliquer, ni réfuter ce qui a été avancé. La chute doit être un grand point d'interrogation. La chute doit être un grand point d'interrogation. On parle de la chute d'une nouvelle, on parle aussi, dans le cas de la dernière phrase de la nouvelle, on parle de clausule. La dernière phrase
ou le dernier énoncé de la nouvelle s'appelle la clausule. C-L-A-U-S-U-L-E. Vous pouvez retenir ce terme si vous voulez. Sinon, vous parlerez de chute. Ou bien le mot de la fin, qui n'est pas une fin, parce que la clausule va exprimer toujours un grand point d'interrogation, une hésitation, un doute, et peut-être aussi un frisson. On va frissonner parce que l'ambiance est telle qu'elle engendre la peur, l'angoisse, l'anxiété. Alors, une fois que vous avez écrit votre nouvelle, il va falloir la reprendre et utiliser comme on a fait pour les autres nouvelles, pour les autres textes, une grille d'auto-évaluation de la rédaction de la nouvelle texte. Alors, cette grille, on l'a vu, tous les conseils que je viens de vous donner, vous allez le reprendre, cette grille, vous allez la trouver dans votre livre à la page 230, mais il lui manque 2 colonnes, celle du oui et celle du non. Alors vous allez ajouter oui et non. Alors bien sûr, le volume de la production, parce qu'on vous dit écrivez une nouvelle en 20 lignes, en 30 lignes, ou bien en 3 lignes, comme avait fait